Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le 8 novembre 2021 que démarre l'opération. Le recensement général de la population et de l'habitat va durer 21 jours et permettra de doter le pays de statistiques fiables afin de mieux planifier le développement. Alors du 8 au 28 novembre 2021, vous allez recevoir chez vous à domicile des agents recenseurs chargés de collecter toutes les données attendues. Justement, comment se fera de façon pratique ce recensement de la population et de l'habitat? Quelles sont les différentes étapes et surtout les résultats attendus? Toutes ces questions font l'actualité. Et cette émission est consacrée à cette opération importante pour la Côte d'Ivoire. Depuis l'année dernière, les autorités multiplient les rencontres, mobilisent les populations pour une adhésion massive à ce recensement des populations que je vous propose d'écouter dans ce micro-trottoir. Un recensement, c'est le fait de compter le nombre de la population. En effet, beaucoup de personnes ne connaissent pas la définition du mot recensement parce qu'ils attribuent ça plus particulièrement aux élections post-électorales. Je crois que c'est pour dénoncer un dénombrement, c'est-à-dire connaître le nombre de la population d'un pays. Voilà, ça peut être d'un pays, d'un continent ou d'une ville. Le but, c'est pour faire les statistiques pour connaître quels sont les gens qui vont travailler, ou bien il y a combien de chômeurs, il y a combien de travailleurs. On mène un recensement pour pouvoir connaître le nombre de personnes qui vivent dans une localité donnée. Au niveau de la politique, nous pouvons voir le nombre de partis politiques qui existent pour connaître le nombre de personnes qui vont voter. Un recensement, c'est le fait de compter le nombre d'habitants dans un pays. Certaines personnes ont mal interprété ça, affaire des politiques et consomment. D'autres sont dit que non, quand on recense une population, c'est pour distinguer le parti politique de l'autre et qu'on se raison pour laquelle ils ont mal pris. Sinon, le recensement, c'est le fait de savoir à combien d'habitants dans un pays. Pour moi, un recensement, c'est le fait de connaître l'effectif normal même. Voilà, de la population. Bon, je prends un exemple comme ça. Quand on veut faire les élections, les trucs comme ça, c'est pour savoir, par exemple, dans la commune de Cocody, il y a combien d'effectifs, il y a combien d'habitants. Le recensement peut être perçu comme une opération, d'accord, par laquelle l'État procède au dénombrement de sa population en vue de savoir quels sont ceux qui vivent effectivement sur le territoire de la République. Alors, l'intérêt du recensement vise à quantifier des nouveaux besoins pour pouvoir évaluer encore les charges nouvelles, définir les défis nouveaux, mieux élaborer des budgets en vue de la prise en charge effective de toutes ces populations-là. Et cette émission de Ça fait l'actualité est spéciale et consacrée au recensement général de la population et de l'habitat, un dénombrement piloté par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, qui est notre invitée. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Pendant 52 minutes, vous allez nous expliquer dans le détail toutes les articulations autour du thème central recensement général de la population et de l'habitat, enjeux et perspectives. Alors tout de suite, au niveau des enjeux, il y a cette question d'entrée. Comment peut-on justifier ou expliquer le recensement? Monsieur Koulibaly, je vous remercie de me donner l'opportunité, on va dire à quelques jours de cette opération importante, donc de mieux expliquer à la population l'intérêt pour notre pays de cette opération, il faut le dire, assez importante. C'est une opération lourde, c'est la plus grande opération statistique qu'un pays puisse faire, que ce soit la Côte d'Ivoire ou n'importe quel pays. C'est pour cela que sa périodicité est de 10 ans minimum. Donc là, écoutez, l'intérêt, d'abord le processus, il s'agit de dénombrer la population. Dénombrer la population, c'est savoir combien de personnes vivent sur le territoire ivoirien, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur âge, quelle que soit également leur race. Comment ces personnes sont réparties sur le territoire national. L'enjeu, bien entendu, c'est d'avoir un certain nombre d'informations à caractère socio-économique, à caractère socio-démographique sur ces populations en vue de mener la politique économique, nous allons dire, en vue de planifier le développement,
en vue de planifier l'équipement du territoire en infrastructures socio-économiques de façon efficace. Alors, vous l'avez dit, Madame la ministre, il y a un principe décennal qui veut qu'on fasse le recensement tous les 10 ans, mais le dernier recensement c'était 2014, et là, 6 ans après, on est à refaire un autre recensement. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le RGPH de 2014? Ben, écoutez, le RGPH de 2014, je pense que nous en avons tous été témoins. Nous sortions d'une période de crise assez difficile. Nous étions également dans un environnement politique assez difficile. Et cette activité à caractère purement statistique, à caractère purement économique, a été un peu dévoyée. Et il faut dire que les services statistiques de l'Institut national de l'INS n'ont pas été en mesure de le faire de façon correcte sur toute l'étendue du territoire national. Sur certaines parties du pays, cela s'est correctement passé. Vous avez entendu certaines autorités se demander, surtout c'était en 2014, on était à 1 an d'une échéance électorale. Donc tout cela a impacté sur le déroulement de l'opération. C'est vrai, il y a eu quelques difficultés à caractère technique. Elles n'ont pas été majeures. Nous avons pu faire cette année quelques phases importante, notamment la cartographie censitaire, qui permet d'assurer la qualité de l'opération qui n'a pas pu se faire en 2014, si bien que par endroits, on a eu quelques défis sur la qualité des statistiques. Et dans la mise en œuvre de la politique économique, cela a pu poser problème. Donc, il s'est avéré nécessaire de reprendre les chiffres. Donc, le chiffre de 22 millions d'habitants, ce n'est pas très juste? C'est surestimé, c'est sous-estimé? Au regard, dans les phases préparatoires, vous savez, nous, on a pu essayer d'estimer la population. Dans l'établissement de la cartographie censitaire, les agents qui ont été mis sur le terrain ont parcouru la totalité du territoire national. Et l'objectif, c'était en réalité de pouvoir donc identifier l'ensemble des équipements, de pouvoir estimer la population pour définir les zones de travail de chaque agent recenseur qu'on appelle des zones de dénombrement. Et à cette occasion, on a essayé d'estimer la population. Et on peut dire que les 22,7 millions d'habitants à peu près étaient légèrement sous-estimés selon nos estimations. Il s'agit encore d'estimations. À l'issue du recensement, on aura le bon chiffre, mais nous estimons qu'on devrait être à un peu plus de 28 millions, entre 28 millions et 29 millions d'habitants. D'accord. Pour 2021? Non, pour 2021. Alors, si on projetait les 22 millions en 2021, on serait autour de 27 millions d'habitants. Donc, il y a un petit écart de 2 millions. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes ces difficultés ont été levées, tout ce dysfonctionnement constaté en 2014 a été levé pour justement une belle opération en 2021? Oui, bien sûr. Écoutez, je pense que cette fois-ci, on a un concours de circonstances qui sont favorables et qui nous permettent de penser que nous allons avoir de bons résultats. D'abord, au plan technique, nous avons pu mener la cartographie censitaire, donc faire un bon découpage et une bonne préparation technique. Nous le faisons avec l'accompagnement de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est l'agence des Nations Unies spécialisée justement dans les questions de population et qui accompagne en général presque tous les pays qui le font pour l'opération. À cet égard, il faut dire d'ailleurs que nous avons, depuis 2018, dans nos locaux, un consultant de l'UNFPA qui essaie de coacher un peu nos agents de façon à nous donner le maximum de chances de le réussir. Nous avons également la chance, M. Kolo, de faire ça à une période qui est assez loin de la période électorale. Ça fait que cela nous met un peu moins de pression et surtout, je pense que nous avons eu suffisamment de temps pour échanger avec la population, communiquer avec la population sur les enjeux, sur l'importance du recensement pour elle-même. Je le dis souvent, c'est la population qui est la première bénéficiaire du recensement.
La population est la première bénéficiaire du recensement parce que ce recensement permet de mener de façon efficace les actions de développement pour la population. Prenons un exemple. Vous savez que le président de la République a pris un certain nombre d'engagements. Par exemple, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés d'ici 2020. L'objectif a été légèrement repoussé parce que les travaux ont été interrompus en 2019 pour faire de Covid. Donc ça a repris, mais on n'est pas très loin de l'objectif et tout devrait rentrer, donc on devrait reprendre. Mais comment électrifier votre village si on n'a pas les bons chiffres? Si vous ne vous faites pas électrifier et vous ne vous faites pas recenser, ben on ne saura pas, peut-être qu'on va sous-estimer l'effectif de la population et vous allez être pénalisé dans une opération de ce genre. Et de façon générale, pour équiper les localités en infrastructures économiques, pour dimensionner les infrastructures économiques pour les localités, on tient compte de la population. Les besoins en eau potable d'une population de 1000 habitants ne sont pas les mêmes que ceux d'une population de 4000 habitants. Ce n'est pas le même type d'infrastructure, d'où l'intérêt pour tout le monde de se faire recenser pour aider l'État à poser les bons gestes, à poser les bons actes en faveur des populations. On parlait tout à l'heure de difficultés, mais pour cette reprise, c'était annoncé pour le 1er novembre. Après, on a décalé d'une semaine. Qu'est-ce qui pourrait justifier, alors qu'on sait que le décret a été pris depuis août 2018, qu'est-ce qui pourrait justifier ce décalage d'entrée, un peu un tâtonnement, Madame la Ministre? Non, vous savez, le décret a été pris depuis 2018 et le recensement même était prévu pour 2020. Et nous avons connu déjà le Covid, pour lequel les mesures de sécurisation des populations que nous allions visiter n'étaient pas connues dans les premiers mois. Vous savez que les premières mesures, les premiers effets de la Covid, c'était en mars 2020. Et c'est bien en mars 2020 que nous devions faire ce recensement. Donc, on a dû le repousser une première fois. Et le décalage d'une semaine qui a eu lieu récemment était lié justement à la phase de recrutement. On a affaire à la jeunesse. On avait lancé un processus de recrutement et ce processus n'était pas arrivé pour différentes raisons à maturité. On a essayé de le faire avec l'accord de notre partenaire principal qui finance un peu les éléments qui finance un peu tout ce qui est formation et tout ce qui est rémunération des agents, à savoir la Banque mondiale. On a fait un recrutement assez technique en ligne et avec des procédures de sélection qui sont des procédures assez strictes. Et puis, on a informé les agents que nous allons procéder, peut-être un peu tardivement, que nous allons procéder à leur vaccination. Ça a donné lieu à quelques désistements, à quelques mouvements. Donc, on a dû repousser d'une semaine pour nous assurer que tout était rentré dans l'ordre et qu'on pouvait faire la formation. Alors, vous parlez des agents vaccinés, ça fait partie des dispositions que vous prenez parce qu'il y a la Covid-19 pour éviter certainement une propagation. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 38 000 jeunes sur le terrain sont vaccinés tous? Aujourd'hui, tous les agents ont été vaccinés. Nous avons vacciné, alors il y a 2 jours, nous étions à 70% de vaccination. Ça a continué et aujourd'hui, nous sommes à un taux de vaccination qui dépasse les 90%. Il faut savoir que parmi les 38 000, pour les 38 000 jeunes, nous avons besoin de 36 000. Le reste, nous avons toujours une marge d'agents qui sont formés et qui sont prêts donc à prendre la relève s'il y a un agent qui tombe malade pour une chose ou une autre. À peu près 2000. Voilà, exactement. Donc, il y a un petit pourcentage d'agents qui sont formés, qui savent qu'ils font partie de la relève et donc qui sont prêts à rentrer en action. Au jour d'aujourd'hui, nous avons l'effectif nécessaire pour mettre les agents sur le terrain qui sont à la fois vaccinés et qui seront donc munis de masques de protection et à qui nous allons donner également des gels pour qu'ils devront prendre avec eux et s'assurer que
ils ont pris toutes les dispositions sanitaires pour sécuriser eux-mêmes et ceux à qui ils vont rendre visite. Alors, vous parlez de sécurité, donc c'est donc bon de savoir comment on peut identifier ces agents chez nous à domicile, parce qu'on va les recevoir. Comment on peut les identifier pour être sûr qu'on a l'agent du RGPH en face de nous? Alors, comme je l'ai dit déjà, ils seront munis de masques de protection contre la Covid. Si vous avez un visiteur qui n'est pas protégé, il ne s'agit pas d'un agent recenseur. Également, ils auront des chasubles qui vont clairement indiquer que c'est des agents recenseurs. Ils seront munis de lettres de mission et vous pourrez donc leur présenter ces documents d'identification et ils auront un badge avec une photo qui vont les identifier, qui sont délivrés par nos soins et qui vont vous permettre de les identifier clairement. Alors, cette opération de dénombrement concerne les Ivoiriens, mais aussi les non-nationaux. Il faut peut-être le préciser. Oui, effectivement, je l'ai dit, nous voulons connaître tout le monde parce que les Ivoiriens et les non-nationaux bénéficient des infrastructures sur le territoire national. Tout le monde est concerné. Ivoiriens, non-ivoiriens, tous ceux qui vivent à l'intérieur du territoire national et qui bénéficient de toutes les infrastructures et de toutes les commodités, l'hôpital, l'eau, l'électricité. Les nationaux et les non-nationaux bénéficient de l'électrification. Donc, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, et quel que soit l'âge, si un agent recenseur vient vous voir, M. Kolo, et qu'un bébé vient de naître dans la maison, il faut le signaler parce que la planification du développement devra tenir compte donc de cet enfant dont les besoins vont évoluer au fil du temps. Alors, est-ce qu'on doit présenter une CNI, par exemple, ou d'autres pièces d'identification à l'agent avant l'opération? Alors, ce que nous disons, aucune pièce n'est exigée pour se faire identifier. Bien sûr, il faut que les informations soient justes. Il faut que les informations soient fiables. Cela suppose que lorsque l'agent recenseur vient vous voir, vous puissiez disposer d'un minimum d'informations à lui donner. Ce n'est pas obligatoirement la CNI. Lorsque vous arrivez dans un ménage où il y a par exemple 5 ou 6 enfants, si on vous demande les dates de naissance, peut-être un acte de naissance, peut-être une carte scolaire, un certain nombre d'informations pour permettre d'écrire correctement le nom, pour permettre de relever correctement un certain nombre d'informations, dont la date de naissance, qui sont des éléments essentiels pour faire un fichier fiable, pour faire un fichier qu'on peut faire évoluer et suivre les données démographiques de façon correcte. Je pose la question parce qu'il y a les non-nationaux aussi à inscrire de façon claire dans ce dénombrement. Comment on pourra justifier alors? Vous savez, ce n'est pas une opération d'identification au sens policier du terme. Nous vous croyons sur parole sur votre nationalité. La question vous sera posée sur votre nationalité. Nous prendrons la réponse qui nous sera donnée. Cependant, nous avons besoin que les informations que vous nous donnez sur les autres caractéristiques soient des informations fiables. D'accord. Alors donc on comprend qu'il faut effectivement donner des informations fiables. Il faut faire en sorte que ce que vous communiquez, ce que vous donnez à l'agent recenseur soit effectivement juste. Alors c'est une opération qui coûte plus de 23,9 milliards de francs CFA. C'est bien juste le chiffre? Vous avez raison. C'est une opération qui coûte 23,9 milliards de francs CFA, donc beaucoup d'argent. Oui. Et au moment où nous rentrions dans la phase de dénombrement, on avait consommé déjà à peu près 60% de ce montant. Pourquoi faire? Pour faire le dénombrement. D'accord. Ça, c'était pour la phase préparatoire. Voilà, 60%. Pour toute la phase préparatoire. Et quoi d'autre? Acquisition de matériel et cette fameuse cartographie qui a duré 10 mois. On avait près d'1 millier de personnes sur le territoire national en train de le sillonner, en train de relever des informations, et ce pendant 10 mois. Donc c'est beaucoup de rémunération, mais également nous avons tous les équipements et le fonctionnement. Et donc aujourd'hui, nous avons 40% pour faire toute la phase, à la fois dénombrement, mais également analyse des résultats. Alors, qui supporte ce montant? C'est l'État de Côte d'Ivoire? C'est qui?
Alors, sur les 23,9 milliards, l'État supporte 13 milliards 5 à peu près. Et le reste, nous avons la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui supportent le reste des dépenses. D'accord. Alors, je pense qu'il faut qu'on revienne peut-être sur cette autre question. Le recensement ne rime pas essentiellement avec élection. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est deux opérations complètement différentes. Je l'ai dit tantôt, nous recensons tout le monde, ivoiriens et non-ivoiriens. Alors que pour l'élection en Côte d'Ivoire, pour pouvoir voter, vous avez besoin d'être ivoirien. Donc déjà, il va falloir prouver votre identité, alors que nous recensons avec n'importe quelle pièce. Je l'ai dit, nous recensons tous les individus, même les bébés d'un jour. Pour pouvoir voter, vous avez besoin d'avoir au moins 18 ans. Donc déjà, et pour le recensement, nous nous déplaçons vers les personnes. Ça se fait dans les résidences, alors que pour pouvoir voter, donc, soit vous avez vos pièces, soit vous vous rendez vous-même dans les différents lieux d'audience foraine pour pouvoir donner les informations et pouvoir avoir vos papiers. Alors c'est une réalité, donc c'est souvent constaté cette confusion. Il était bon de préciser que ça n'a rien de politique, que ça n'a également rien à voir avec l'enrôlement sur la liste électorale. Alors cette dernière question nous permet de passer à la deuxième partie, dans la seconde partie de cette émission qui porte sur le processus de dénombrement proprement dit. Et la question centrale de cette partie de l'émission, c'est comment on va faire l'opération de façon pratique. D'abord, on commence par la cartographie censitaire qui a été réalisée, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2019. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été une réussite? Quel bilan on peut faire? La cartographie censitaire a été une réussite. En réalité, la cartographie censitaire a été une réussite. En réalité, donc, c'est une cartographie qui a consisté à identifier tous les... Il s'est agi donc d'identifier toutes les infrastructures socio-économiques, tous les sites habités, également l'ensemble du réseau routier, tout ça sur une carte pour pouvoir donc... une carte qui a été géoréférencée et que nous allons faire évoluer dans le temps. Nous avons à cette occasion estimé la population, je l'ai dit tout à l'heure, à fin 2019, on l'estimait à peu près à 28,3 millions de personnes. Et ça va nous permettre de définir aussi nos zones de dénombrement. Comment nous allons recenser? Nous allons affecter à chaque agent recenseur une zone de dénombrement qui comprend un effectif de moins de 1000 personnes au maximum. Donc, chaque agent recenseur a 3 semaines pour identifier environ 1 millier de personnes. Donc, ces agents munis, équipés, comme je l'ai dit, correctement protégés, munis de leur ordre de mission, vont se présenter à votre domicile. Le recensement se fait dans les résidences et ils vont venir administrer un questionnaire à l'aide de tablettes numériques. D'accord. Alors, si on prend par exemple un exemple de façon vraiment très concrètement, le cas d'un agent X dans sa ZD, donc sa zone de dénombrement, dans un quartier par exemple, au quartier Château à Sinématiali, quand il arrive, comment il fait? Par quoi il commence le dénombrement? Alors, il faut dire qu'il y a une petite étape qu'on a sautée, qu'il est important que je clarifie, parce que nous allons commencer et que les gens comprennent. Nous allons commencer par ce que les personnes un peu d'un certain âge comme nous savent, ou ceux qui ont vécu le recensement dernier. Nous allons commencer par numéroter vos résidences. Donc, c'est important que la population comprenne que cette phase, elle existe. Il s'agit de l'agent recenseur d'identifier les périmètres de sa zone de dénombrement. Donc, il va à la fois numéroter les résidences et à l'intérieur donc des cours communes, il va identifier les portes des ménages, parce que plusieurs ménages peuvent être résidés dans une même cour. Et une fois il a fini de le faire, ça peut prendre 1 jour,
Ça prend un maximum de 3 jours. Mais donc le 28, probablement, les gens ne seront pas dans vos maisons, mais à partir du 29, ils auront fini de faire leur numérotation. Ils vont commencer à rentrer et poser les questions. La numérotation, c'est pour... À partir du 8, vous voulez dire? Oui, à partir du 8. Donc, à partir du 8, vous ne les recevrez pas forcément dans la maison. Ils seront en train de faire leur numérotation. Et à partir du 9, 10, ils vont commencer à dénombrer. Alors, parce que la dernière fois, en 2014, par exemple, plusieurs personnes ont estimé que pour la première visite, c'était possible. On a numéroté, mais après, les agents ne sont plus revenus. Vous avez expliqué que c'était des problèmes techniques. Il faut peut-être encore nous rassurer qu'après avoir écrit sur nos portes, on va recevoir les agents. Forcément, parce qu'il faut savoir que les agents, à la fois, les agents sont encadrés. Donc, il y a dans des secteurs, donc il y a la zone de dénombrement et dans un groupe, dans un îlot, il y a un chef qui va passer et s'assurer que les agents ont été recensés. Également, nous avons donné sur les différents supports que nous mettons à disposition, nous avons des numéros d'appel pour permettre aux agents, pour permettre à la population de signaler lorsqu'elle a été omise. Et il y a un site dédié. J'espère que vous allez pouvoir donc l'afficher. Oui, le numéro d'appel, on peut peut-être le rappeler, c'est le numéro 101. Ah, tout à l'heure, je vais demander, je crois que c'est le 101, le numéro d'appel. Et le site, c'est recensement2021.gouv.ci. Donc, sur tous ces éléments, vous pouvez signaler les manquements que vous aurez constatés. Les chefs d'équipe également vont s'assurer que tout le monde a été recensé. Et bien sûr, il y a, après le recensement, il y a un contrôle de conformité qui est également fait pour s'assurer. Donc, il y a un ensemble de dispositions. La première étape, c'est que l'agent vient pour numéroter le ménage. Deuxième étape, c'est... Il arrive, bien sûr, il se présente. Vous le reconnaissez, il a son badge et il a son chasuble et il a son ordre de mission. Et il demande à parler au chef de famille. Bien sûr, si le chef de famille n'est pas là, nous souhaitons que le chef de famille ait mandaté quelqu'un pour répondre au recensement, pour répondre aux questions de l'agent recenseur, puisque toute la population est informée. Et ce serait souhaitable, si le chef de famille n'est pas là, que cette personne ait un certain nombre de documents, les actes de naissance, les cartes scolaires, ou même des éléments que le chef de famille, les précisions qu'il aura données pour permettre d'administrer correctement le questionnaire. L'agent recenseur n'a pas besoin de voir tout le monde. Il a besoin de voir un responsable qui donne l'ensemble des informations relatives au foyer. Alors, quel genre d'informations, par exemple, l'agent doit chercher à récolter? Qu'est-ce que la population doit donner comme information à l'agent? C'est tous les questionnaires sur l'identité, je l'ai dit tout à l'heure, les questionnaires sur la filiation, les questionnaires sur l'emploi, les questionnaires sur le niveau de formation, sur la nationalité. Donc, c'est un ensemble de questionnaires qui permettent de présenter la personne interrogée, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quel niveau de formation elle a. Évidemment, il y a les questions sur le sexe, etc. Donc, il s'agit de questionnaires classiques. Voilà. Alors, sur la question, il y a la clause de confidentialité. On sait qu'en 2013, il y a une loi sur la protection des données à caractère personnel. Est-ce que vous garantissez que ces données personnelles sont protégées? Oui, bien sûr. L'INS n'a pas vocation à divulguer ces données personnelles. Elles sont protégées par la loi. Et ce que nous faisons, bien sûr, nous avons besoin de les avoir pour nous assurer que les informations sur la population sont des informations justes. Mais une fois nous les recueillons et que nous les contrôlons, on fait ce qu'ils appellent une étape d'anonymisation avant de procéder au traitement des données. Donc, c'est des données complètement anonymes, mais qui présentent toutes les caractéristiques de la population qui sont analysées. Alors, comment vous allez traiter les cas d'absence? Vous arrivez qu'une porte est, par exemple, close pour raison de travail, etc. Est-ce que l'agent pourra passer et repasser autant de fois que nécessaire? Bien sûr, c'est à cela que sert la numérotation. Il saura que ce numéro-là, dans cette concession, ou dans ce carré, j'ai visité toutes les maisons sauf tel numéro. Il pourra laisser des messages et il pourra même laisser son numéro. On peut lui donner rendez-vous pour qu'il puisse venir à telle heure. Il arrive d'ailleurs parfois en campagne
que tôt le matin, les agents puissent recenser avant que les gens aillent au champ. Et parfois, c'est le soir, après le repas du soir ou après 16 heures, lorsque les populations reviennent donc de leurs occupations champêtres, qui réussissent à faire le recensement, parfois un peu tard dans la soirée. Est-ce que vous avez associé justement par rapport à ça ces différentes communautés qui sont loin dans les contrées reculées, ces chefs traditionnels, ces guides religieux qui peuvent jouer un rôle dans la mobilisation des populations? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'abord, ici, nous avons eu l'occasion de les rencontrer par le passé à travers leurs différentes organisations. Et demain matin, j'ai rendez-vous avec eux pour renouveler le message. Mais au-delà de cela, nous avons, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle des comités locaux du recensement. Et les comités locaux du recensement sont un peu les dénombrements de l'instance centrale ici. Ils sont présidés par les préfets, ils comprennent l'ensemble du corps préfectoral, ils comprennent les guides religieux, les chefs de communauté, les ONG, les leaders d'opinion. Et ces comités-là, donc, comme j'ai dit, sont présidés par le préfet qui véhicule les informations et qui encadre le recensement au plan régional. Il faut dire que depuis que l'opération a commencé, il y a déjà eu plusieurs réunions des comités locaux de recensement, si bien que nous avons bon espoir qu'au niveau des concentrés, l'information est bien passée. Nous avons eu l'opportunité également de rendre visite à la Chambre des rois et chefs traditionnels pour que le message puisse être également passé. Alors, on va marquer juste une courte pause pour regarder le processus qu'un de nos reporters a justement vu pour nous, Seydou Ouattara. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, INS, directeur national du recensement, a sollicité le mardi 19 octobre à Abidjan l'adhésion des populations en vue du succès du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021, prévu du 8 au 28 novembre. Des montants de 23,9 milliards de francs CFA, le RGPH permettra de mettre à la disposition de l'État et l'effectif, la structure et la répartition spatiale de la population en vue de répondre de façon durable aux besoins sociaux de base, santé, éducation, emploi, sécurité. Pour cette opération, 28 500 agents recenseurs sont en formation depuis 2 semaines. Plus de 40 000 tablettes sont déjà disponibles. Pour sa part, le gouvernement invite toutes les composantes de la population, notamment les chefs traditionnels, religieux, leaders d'opinion, la presse, à se mobiliser pour la réussite à cette opération afin de permettre au gouvernement de mieux planifier le développement. Alors, comme on l'a si bien vu dans ce reportage, il y a cette mobilisation qui est attendue de tous, y compris les journalistes qui sont invités à s'impliquer dans l'opération. Est-ce que les quartiers précaires sont concernés? Oui, bien sûr, M. Koulé, tous les quartiers sont concernés, y compris les quartiers précaires. Évidemment, je pense que les quartiers précaires sont d'autant plus concernés qu'il s'agit en général de quartiers qui ont besoin d'équipement. Parfois, de quartiers qui ont besoin de rénovation. Et ces quartiers précaires seront visités à l'instar de tous les quartiers par les agents recenseurs. Je vais vous étonner, en général, nos agents ont un bon accueil dans les quartiers précaires. Ils ont un bon accueil et je voudrais inviter justement les quartiers UP à également ouvrir avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de faciliter leurs portes donc aux agents recenseurs pour qu'on puisse faire le recensement. D'accord, alors je précise que c'est juste une parenthèse pour dire que tout le monde est donc appelé à justement s'impliquer. Mais est-ce que ces agents iront aussi dans les prisons et dans les hôtels? Parce qu'il y a la loi une loi qui précise qu'avec un séjour de 6 mois, on est obligé de se faire recenser en Côte d'Ivoire. Est-ce que les agents iront dans les prisons, dans les hôtels, etc., pour recenser ces populations? Alors, les agents iront dans les prisons pour recenser les populations, parce que les prisonniers sont des résidents. Ils iront dans les prisons et dans les prisons, le recensement se fera sur la base des registres. Donc, il n'y aura pas de rencontre avec les pensionnaires?
Non, il n'y aura pas de rencontre avec les pensionnaires. Il y aura des rencontres avec le personnel administratif et les pensionnaires seront enregistrés sur la base des registres des prisons. Les autres lieux collectifs donneront lieu effectivement à une administration de questionnaires, les internats. Les hôtels sont des lieux de passage, ce n'est pas des lieux de résidence. Cependant, les hôtels ont également du personnel qui réside et qui y travaille, quelquefois qui y loge, qui sera visité, mais ceux qui seront enregistrés seront bien sûr les résidents et non ceux qui seront de passage pour quelques jours. Il y a aussi la question des cités universitaires, des internats. On les comptabilise où finalement? À l'internat ou à la maison, chez les parents? Les cités universitaires et les internats sont des lieux collectifs pour lesquels les questionnaires seront administrés sur les lieux d'habitation. Donc il n'y aura pas de double comptabilisation? Il n'y aura pas une double comptabilité. Si vous êtes en cité universitaire, vous serez recensé là-bas. Et les parents, donc, quand ils vont le signaler qu'ils ont un enfant en cité ou en internat, ben, le logiciel va le classer en non-résident. D'accord. Alors, on a déjà une estimation de la population. Vous avez parlé de 28 millions à peu près pour 2021, contre 22 millions en 2014. Il y a une progression de à peu près 6 millions. Quel est le commentaire que vous faites, surtout l'économiste, sur la question? Non, je pense que la progression, le taux de croissance démographique de la population, il est de 2,6%. Je pense que le taux, il est bon. Je sais qu'avec le recensement de 2014, nous avons eu des défis. Comme j'ai dit, les agents n'ont pas, par endroit, cela a été fait de façon correcte, mais les agents recenseurs n'ont pas pu accéder ou pu faire de façon correcte le recensement sur l'ensemble du territoire. Cela peut expliquer les quelques biais. Mais tout à l'heure, je le disais, lorsque nous projetons les 22 millions les 22,6 millions de 2014 en 2021, avec la progression de la population, on devrait être autour de 27 millions. Nous, avec les estimations que nous faisons de 28,3 millions en fin 2019, on devrait être à peu près de 29 millions maintenant. Donc, il y a un petit écart de 2 millions qui sont dus à des erreurs de comptabilité, mais qui peuvent être des erreurs grandes. Je parlais tout à l'heure du cas des châteaux. Vous savez être précis sur les nombres? C'est important. On peut dire, mais pourquoi on reprend pour un petit 2 millions? Imaginez une opération de vaccination dans un village. En réalité, quand les bailleurs vont le programmer, ils vont demander la population à l'INS. Mais si les chiffres sont faux, ils peuvent partir avec 1000 vaccins et aller trouver qu'il y avait 2000 enfants à vacciner. Vous voyez que ça peut être lourd de conséquences. C'est pareil pour l'éducation en termes d'infrastructure. Exactement. Donc, c'est important d'avoir les bons chiffres pour que les politiques soient de plus en plus ciblées, pour l'efficacité d'ailleurs pour la population. Alors, Madame la ministre, est-ce que c'est une opportunité d'avoir cette progression, on a envie de dire peut-être un peu lente de la démographie? C'est une opportunité, c'est un problème pour le pays? Un problème en termes de développement? Une opportunité? Non, c'est une opportunité. Vous savez, la population est toujours un atout. La population est un atout. Mais pour que la population soit un atout, il faut que la population, les gens maintenant en termes techniques, on dit pour que la population puisse nous permettre d'avoir un certain dividende lié à la démographie, il faut que cette population-là puisse être correctement formée. Il faut que la population puisse être correctement éduquée pour qu'elle puisse s'insérer efficacement dans le tissu économique. Alors, c'est en cela que, dans le cadre du travail qui est fait au ministère, l'INS, mais en relation avec l'Office national de la population qui dépend de nous, nous essayons de passer un certain nombre de messages à la population. D'abord, choisir de faire l'enfant et faire les enfants que l'on peut éduquer, de façon à ce qu'on puisse rompre, on va dire, le cercle vicieux de la pauvreté. Vous imaginez un ménage qui fait plus d'enfants qu'il ne peut scolariser, plus d'enfants qu'il ne peut mettre à l'école. Cela est un peu dramatique, sans compter
pour les nombres importants d'enfants, tous les problèmes de santé que ça peut poser à la mère. Donc, c'est en cela que nous accompagnons avec l'UNFPA un certain nombre d'actions d'information de la population sur la contraception, un certain nombre d'actions d'information de la population sur la maîtrise de la démographie. Donc, c'est une chance, mais c'est une chance à condition que cela se fasse de façon planifiée. C'est une chance de façon, à condition que cela se fasse à un rythme auquel l'État peut accompagner la mise à disposition des infrastructures de formation. Alors aujourd'hui, le taux de fécondité d'enfants par famille, c'est autour de, j'aimerais bien de 3% ou de 4%? Je saurais vous donner des chiffres justes. On a peut-être 4 enfants en moyenne par femme. D'accord. Alors les chiffres de 2021 sur le recensement seront disponibles quand exactement? Alors, nous allons finir de recenser, on l'a dit, c'est du 21 au 28 novembre. C'est du 8 au 28 novembre. Je ne sais pas pourquoi c'est du 8 au 28 novembre. Oui. Le 28 novembre, donc, nous allons ensuite procéder à un contrôle de la qualité de nos informations et ensuite nous allons nous mettre à exploiter les données. Je pense que fin janvier 2022, nous aurons les premières statistiques. Et ensuite, il va falloir travailler ces informations pour avoir des informations définitives à la mi-avril, fin avril 2019. Toutes les exploitations, 2022, toutes les exploitations seront achevées. Alors, vous avez parlé de la phase d'évaluation après les premiers chiffres, c'est-à-dire après janvier. Est-ce que c'est on va dire que c'est un contre-recensement ou comment ça va se passer concrètement? Les agents vont retourner encore sur le terrain, dans les ménages? Oui, bien sûr. Les agents vont retourner sur le terrain dans les ménages. Ils vont retourner sur un petit échantillon et avec un questionnaire allégé. Il s'agit pour eux de s'assurer d'abord que... Donc la phase de contrôle, c'est pour s'assurer que tout le monde a été visité. Le recensement est censé être exhaustif. Ensuite, il s'agit de contrôler un peu la véracité des informations. Je l'ai dit tout à l'heure, même si nous n'exigeons pas de pièce nationale d'identité, il est important que les agents donnent des informations fiables. Donc le contrôle a 2 objectifs: s'assurer de l'exhaustivité du recensement et ensuite s'assurer que les informations qui ont été fournies sont des informations fiables. Et ce contrôle va se faire donc sur un échantillon, un petit échantillon de la population. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout le monde, on ne va pas retourner dans chaque famille, il n'y aura pas les 38 000 encore à nouveau sur... Non, un tout petit pourcentage. Un petit pourcentage, je n'ai pas les chiffres. Par exemple, pour le pilote, je l'ai dit, c'était sur 60 000 personnes. Donc on va regarder avec les techniciens quel est le chiffre adéquat, la proportion adéquate. Mais cela se fait sur l'ensemble du territoire. L'échantillon va concerner l'ensemble du territoire national. D'accord. Alors, Madame le ministre, je pense qu'on a fait le tour sur toutes ces questions. Peut-être qu'il ne reste plus qu'à vous donner la parole pour exprimer notamment des attentes, surtout côté population, pour terminer cette émission. Écoutez, M. Kolo, je vous remercie. Je voudrais profiter de ce dernier instant pour rappeler les dates. Je crois que j'ai eu surtout beaucoup de problèmes avec les dates ce soir. Du 8 au 28. On a pu les rattraper. Tout à fait. Du 8 au 28, je voudrais demander à toute la population habitant en Côte d'Ivoire de se faire recenser. Se faire recenser parce que c'est important pour l'État. Se faire recenser parce que les bons chiffres sont importants pour nos partenaires au développement et même pour le secteur privé lorsqu'ils veulent investir en Côte d'Ivoire, de savoir la cible à laquelle s'adressent les investissements qui sont faits. Donc chacun est concerné, chacun est bénéficiaire et nous attendons que chacune et chacun ouvre sa porte à nos agents recenseurs sur la période indiquée. Et surtout en termes de chiffres, la population qu'on entend souvent dire non, on n'a pas de statistiques sur la Côte d'Ivoire, on entend des critiques comme ça, c'est aussi l'occasion peut-être de mettre fin à toutes ces critiques. Au niveau de ces remarques au niveau de la population. Tout à fait. Chacun aura l'occasion donc de contribuer à mettre à la disposition donc
de toutes les personnes qui sont concernées et qui en ont besoin, des chiffres fiables, des chiffres qui peuvent aider la Côte d'Ivoire à planifier son développement, les chiffres qui peuvent aider le secteur privé de la Côte d'Ivoire à pouvoir planifier également ses activités. Est-ce que ce sont des chiffres qu'on mettra à la disposition de tout le monde ou comment on pourrait l'avoir pour celui qui veut les consulter? Les chiffres, une fois ils sont traités, il y a un processus de mise à disposition. Les chiffres seront disponibles, oui. C'est des chiffres, c'est des informations à caractère public qui pourront être consultées par la population. À partir de la mi-avril. Je l'ai dit, nous aurons les informations qui seront... Les premiers chiffres seront disponibles à partir de fin janvier 2022 et entre la mi-avril et fin avril 2022, nous aurons fini l'ensemble des traitements et les statistiques seront disponibles pour consultation par la population. Alors, merci, Madame la ministre du Plan et du Développement. Merci d'être passée sur ce plateau de Ça fait l'actualité. C'est moi qui vous remercie. Je précise qu'elle était notre invitée à cette émission spéciale consacrée au recensement général de la population et de l'habitat. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques. Merci à vous de nous avoir suivis. Ouvrons nos portes aux 38 000 agents recenseurs pour que la Côte d'Ivoire dispose des données fiables afin de mieux planifier le développement. À très bientôt.